Très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous et voici notre sommaire. L'aliment de la semaine est directement associé à Popeye. Vous l'avez compris, nous parlerons d'épinards. Ensuite, l'empathie, une prise de conscience dans le domaine médical. On vous en dira un peu plus dans un petit moment. Notre femme inspirante de cette semaine nous fait revivre les traditions de la ville de Salé. Rita Awad est avec nous. Et puis pour finir, l'air pollué est souvent associé à l'extérieur. Et s'il y avait également des sources de pollution à l'intérieur même des maisons. Bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout et ça démarre pour vous. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci de nous témoigner votre confiance. Je vous présente mes invités pour aujourd'hui qui ont accepté de faire l'émission pour vous, bien évidemment. Docteur Leila Tazi Daoudi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes médecin allergologue et avec vous, cette histoire de pollution à la maison. Est-ce que les intérieurs sont également pollués? Est-ce qu'il y a des sources de pollution intérieure? Eh bien, les détails avec vous dans un petit moment. Notre femme inspirante de cette semaine, c'est vous, Madame Rita Awad. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous êtes professeure d'histoire, vous êtes historienne et vous avez sorti ce livre au doux titre de Parcours amoureux de Salé. Vous êtes l'amoureuse de Salé et vous allez nous la faire découvrir à travers votre regard et votre histoire et votre récit. On en parlera avec vous ce matin. Et puis à côté de vous, Monsieur Karim Benkerem, psychologue clinicien, psychanalyste. Bonjour Monsieur Benkerem, merci beaucoup d'être là. On va parler d'empathie avec vous. Et on va transposer ça au milieu de la santé. Pourquoi? Parce que en lisant dernièrement différents articles, je tombe sur la mise en place de formations en empathie dans des universités, dans des facultés de médecine, notamment en France. Donc c'est récent, c'est nouveau. En tout cas, par rapport à l'histoire de l'empathie, beaucoup en parlent, même pour les enfants, notamment des systèmes scolaires scandinaves qui forment les enfants à l'empathie. Donc cet engouement pour l'empathie entre également dans le domaine médical. On en parlera avec vous également. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'être là. On vous ouvre l'appétit avec un petit peu d'épinards. Vous aimez les épinards? Oui, j'aime bien. Ouais, c'est bon, ça passe bien? Ça passe bien. Rita? Alors j'aime les épinards et j'aime particulièrement les épinards de chez nous, salq. Oui. Hein, qu'on cuisine à Salé, justement. C'est vrai. Docteur Leila? Oui, j'adore. C'est bon. Donc, mais alors, on pense souvent que les épinards, c'est le légume le plus riche en fer. Vrai ou faux? On vérifie si c'est un mythe ou si c'est une réalité. On regarde. Popeye aurait-il eu raison? Manger des épinards rend-il plus fort? Originaire d'Iran, l'épinard est une plante annuelle cultivée comme légume pour ses feuilles comestibles, de grande taille et de couleur verte sombre. Il existe 3 variétés d'épinards, de printemps, d'été et d'hiver, qui rendent l'épinard disponible quasiment toute l'année. Tout le monde en est persuadé. Pourtant, il est loin d'être le légume le plus riche en fer. La confusion serait née d'une simple faute de virgule. La légende raconte qu'une secrétaire américaine aurait par inadvertance inscrit 27 au lieu de 2,7, ce qui a multiplié par 10 la teneur en fer dans l'épinard. Finalement, les épinards contiennent autant de fer qu'une crevette. En revanche, l'épinard est riche à 90% en eau comme tous les légumes, feuilles et pauvre en calories, ce qui en fait un légume minceur par excellence. Riche en minéraux comme le potassium, le calcium et le sodium, et sa haute teneur en fibres facilite la digestion, c'est pourquoi il est surnommé le balai de l'estomac. Grâce à la vitamine B9 qu'il contient, l'épinard est recommandé pour la femme enceinte et le bon développement du futur bébé. Et ce n'est pas tout. Très présent dans les cultures arabes, il est utilisé en cataplasme dans le traitement des douleurs du foie et de l'estomac. Et en cuisine, on peut le retrouver cru ou cuit dans de nombreuses recettes. Velouté d'épinards, tarte ou quiche, pâte ou encore la délicieuse salade marocaine, la bakoula. Au final, Popeye avait bien raison de manger des épinards.
Mais pas pour le faire, on l'a bien compris. Donc, ce n'est pas du tout une question de faire. En tout cas, je pense que c'est toujours bien d'avoir une alimentation équilibrée. Les spécialistes le disent très souvent sur ce plateau. Et je pense que, j'imagine que vous partagez un petit peu les conseils des diététiciens, des nutritionnistes. Complètement. Vous confirmez? Surtout avec tout ce qu'on entend sur les pesticides et tout ce qu'on, que peuvent contenir les aliments. Oui, manger de manière équilibrée, ça nous paraît d'autant plus important maintenant qu'on sait tout ça. Exactement. Ouais. Dans votre livre, justement, Rita Aoued, vous parlez de tradition culinaire également. Oui, tout à fait. J'ai une petite rubrique Shihouet de salé dans lesquelles on retrouve, enfin j'ai un peu réécrit des petites recettes de grand-mère, comme on dit, et notamment celle de salq, de ces épinards sauvages qu'on cuisine à Salé, qui sont absolument délicieux avec des fèves séchées. Voilà. Est-ce que les habitants de Salé, les gens de Salé vous rendent hommage également pour ce livre? Parce que vous faites preuve de beaucoup d'empathie pour justement les habitants de cette ville. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je suis originaire de cette ville, donc forcément, j'ai une histoire personnelle avec cette ville et j'ai beaucoup d'affection pour cette ville qui est la ville en fait de mes ancêtres, qui est la ville de mon enfance. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotion, beaucoup d'empathie pour cette ville. C'est pas un livre papier glacé, c'est pas un livre extérieur, c'est un livre très intérieur. C'est un livre d'émotion et c'est un livre empathique. Et justement, en parlant d'empathie, eh bien, nous allons continuer la discussion avec vous tout de suite. Karim Benkiran. Alors, Karim Benkiran, vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste à Casablanca. Merci beaucoup d'abord d'être là. Nous allons parler d'empathie avec vous en milieu professionnel et plus particulièrement en milieu médical. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'intérêt et l'importance de développer le sens de l'empathie, notamment chez les professionnels de santé, puisque certaines facultés en France, aujourd'hui, proposent une formation à l'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? Une définition s'impose. Nous avons rencontré une coach, nous allons écouter son explication et nous allons revenir en plateau avec vous. À tout de suite. L'empathie consiste en la capacité d'écouter son interlocuteur avec son cœur. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire être en mesure d'écouter la pensée de l'interlocuteur, ses émotions, ses sentiments, mais également ses croyances. Et donc, l'intérêt de l'empathie, c'est qu'elle permet, en termes de communication, de partager le même angle de perception que celui de l'interlocuteur, et puis d'être capable de voir ce qu'il voit, et puis de voir qu'est-ce qu'il pense, et puis en fonction de quel schéma cognitif et quel schéma éventuellement de croyance, mais également quelle émotion ressentie quand il est en train de parler. Et donc, on arrive vraiment à se mettre à sa place et puis à voir les choses comme il les voit et à faire passer le message dans son cadre de perception et absolument dans son territoire à lui. Dans le domaine médical, donc l'empathie s'avérerait être un outil de travail très intéressant et qui pourrait apporter beaucoup de privilèges pour le médecin comme pour le patient. Pourquoi? Parce que le patient, quand il est devant un médecin, il a besoin finalement de cette zone de confiance. Et donc l'empathie va permettre au médecin de créer la zone de confiance. Donc il ne s'agit pas uniquement de faire un diagnostic par rapport à des symptômes de maladie, mais il s'agit également d'être capable de reconnaître les émotions du patient, sa crainte, ses croyances, qu'est-ce qu'il pense de la maladie, quel est son comportement face à la maladie et quel est son schéma de pensée face à la maladie. Parce que c'est très important de savoir que pense le malade concernant sa maladie et puis quelle émotion il a vis-à-vis de ça, parce que ça pourrait aussi être un élément très important dans le processus de sa guérison. C'est pour ça que le médecin, éventuellement, afin de convaincre ou de faire passer le message, ou alors de rassurer le patient, ou alors de répondre à certaines craintes, ou alors à certaines questions qu'il n'arrive pas, que le patient n'arrive pas en fait, à expliquer, ou alors en fait, à communiquer. Donc l'empathie, ça va lui permettre de comprendre ce que le patient ne dit pas, mais qu'il exprime via son non-verbal, via son sentiment et ses émotions. Alors, pour être honnête avec vous, M. Benkiran, je me demande souvent, est-ce qu'on peut être formé à l'empathie? L'empathie, j'ai l'impression que c'est extrêmement humain. C'est une manière d'être. Le fait de ressentir l'autre, ça ne peut pas être codifié et appris. Est-ce que je me trompe? J'ai envie de dire à moitié, pas complètement. C'est vrai, en partie, parce que tout simplement, on a une part instinctuelle, je pense, en nous,
D'ailleurs, les découvertes sur les neurones miroirs nous montrent ça. C'est-à-dire qu'on a en nous cette capacité-là à être en miroir par rapport à l'autre, ce qui se passe pour l'autre. Et il y a l'instinct premier, je veux dire maternel. Cette empathie, elle est fondamentale. Je trouve que c'est une notion qui est extrêmement importante parce que c'est un peu la première pierre angulaire pour qu'une relation humaine puisse avoir lieu. D'accord ? Donc quand l'accueil se fait pour du tout petit par l'empathie de la mère, on est dans l'instinct, hein, on est beaucoup dans l'instinct, pas que, mais on est beaucoup dans l'instinct. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a cette faculté-là de se mettre en concordance, en adéquation avec les besoins de l'enfant, hein, avec ce qui va se passer pour lui, avec ses cris. Elle va interpréter aussi ce qui se passe pour l'enfant, ses pleurs. Elle va s'identifier complètement à l'enfant, c'est-à-dire elle va même parler à sa place. C'est ça. C'est-à-dire quand l'enfant pleure, elle dit « Ah, tu as faim. Ah, j'ai faim, j'ai faim. » Elle traduit. Donc, elle va proposer... Oui, allez-y. Elle va proposer donc ça, de cette identification, cette empathie que l'enfant va pouvoir incorporer à son tour. Et voilà. Donc c'est tout cet accompagnement, ce regard, ce toucher, qui fait qu'à un moment, cette assurance qui fait qu'il y a la possibilité pour le sujet, l'enfant, de se construire, construire un objet interne. Alors ça, on va dire, c'est l'acte d'empathie primaire, c'est dans ce contexte-là. Maintenant, vous l'avez dit il y a quelques instants, vous avez dit pour que chaque relation humaine fonctionne, il faut qu'il y ait de l'humain et de l'empathie. Et même dans une relation professionnelle, c'est avant tout des humains qui se rencontrent. Ce n'est pas juste des êtres professionnels formatés différemment qui sont là. C'est des individus, des humains qui ont de l'empathie. Alors, de manière générale, en milieu professionnel, cet élément de l'empathie, est-ce qu'il peut être un plus ou au contraire, est-ce que c'est un frein dans les relations professionnelles ? Je pense que c'est jamais un frein, en fait, cette empathie-là. Après, tout dépend de ce qu'on entend pour empathie, mais c'est jamais un frein. On sait en tout cas que quand il n'y a pas d'empathie, le développement est empêché. Ça crée des freins. Donc, il n'y a pas de... ça crée des freins, des inhibitions, des empêchements. On sait ça. On sait par exemple qu'il y a des études, alors c'est un peu loin de l'entreprise, mais ça va le rejoindre aussi, vous allez voir indirectement, mais il y a des études qui ont été faites par exemple sur des enfants dans des orphelinats en Roumanie à l'époque de Ceausescu, sur des enfants donc en orphelinat qui étaient complètement livrés à eux-mêmes, qu'on avait laissés dans des lits. Alors on imagine dans des lits à barreaux, seuls, il y en a même qui étaient attachés, livrés à eux-mêmes, sans regard, sans chaleur humaine et tout ça. Qu'est-ce qui se passait pour ces enfants-là ? Leur développement cérébral, ils étaient complètement atrophiés. Alors, ça a été démontré sur des scanners, hein, il y a des équipes qui ont fait ça sur scanner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on les a mis en famille d'accueil, quand on les a mis dans un environnement sécurisant, qu'on peut retrouver dans l'entreprise, cette enveloppe, cet environnement sécurisant, cette attention, etc., qu'est-ce qui se passe ? On leur a fait faire le même scanner, mais après tout ça, on voit aussi que le cerveau, il se redéploie. Donc, il y a quelque chose qui fait que on ouvre les possibles dans cette empathie, en écoutant l'autre. Mais sans être vraiment dans des bons sentiments, parce que ça veut dire quoi l'empathie en fait ? Ça veut dire, moi je pense, ça veut dire profondément accepter l'autre dans sa différence, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, qu'on ne veut pas forcément voir. L'autre, on le veut bien comme pareil, quoi. Mais dans le domaine médical, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes psychanalyste, on va dire, vous êtes formé, vous avez cette empathie professionnelle. Maintenant, dans le domaine médical, l'annonce de la maladie, l'accompagnement thérapeutique nécessite aussi de ressentir l'humain derrière. Le patient en face n'est pas un simple numéro de dossier. C'est un être humain très fragile à un moment donné de sa vie. Absolument. Cette formation, est-ce qu'elle vous semble nécessaire dans ce domaine-là ? Elle me semble fondamentale. C'est fondamental. Et pourtant, ce n'est qu'en 2018 qu'on en prend, 2018-2019 qu'on en prend conscience. Parce que cette conscience-là du sujet, de ce qu'il ressent, on a tendance à l'oublier, surtout dans des structures de soins généralement médicales, où les professionnels de santé ont généralement mettent en place, parce que ce n'est pas évident, un ensemble de défenses par rapport à ça, par rapport à la souffrance, et que, voilà, ils font comme ils peuvent. Ils ont besoin aussi d'être aidés, eux, pour s'ouvrir, pour être plus empathiques
qu'on soit empathique aussi par rapport à eux, pour qu'eux-mêmes puissent l'être à un moment donné, pour s'ouvrir aussi vis-à-vis des patients. Mais c'est vrai qu'il y a une objectalisation du patient. Le patient souvent s'en plaint. Il est réduit à un symptôme, il est réduit à un objet, alors qu'on sait même que le traitement qui est donné au patient, l'effet du traitement, il est potentialisé selon la relation que le patient a avec son médecin. C'est ça. On le sait, ça. Alors justement, nous avons également un médecin avec nous, docteur Leila Tazid Daoudi. Vous en pensez quoi de ce sujet de l'empathie dans votre pratique au quotidien, à vous en tant que médecin? Alors moi, je trouve que c'est primordial. Sans cette empathie, en tout cas personnellement, telle que moi j'envisage ma profession et ma façon de la pratiquer. De la pratiquer. Alors je vois des adultes et des enfants. Et alors on le remarque vraiment avec les enfants, avec les adultes aussi bien évidemment, mais les enfants, quand vous ne prenez pas le temps de vous rapprocher d'un enfant qui peut vous déclencher une attaque de panique parce que la maman est en train de parler d'asthme, si vous ne venez pas vous mettre à sa hauteur, à lui parler, dézoomer un petit peu, prendre le temps de lui expliquer sa maladie, tout ça c'est du temps qu'on prend dans la consultation. Alors personnellement je trouve que c'est primordial et que tout simplement, par exemple, si je prends l'exemple de l'asthme, fondamentalement, tous les médecins ont à peu près le même traitement. Mais votre traitement va peut-être mieux fonctionner parce que vous aurez pris le temps d'expliquer la maladie, d'expliquer à l'enfant, à l'adulte, ce qu'il en est, dans quoi il est restreint, dans quoi il n'est pas restreint, est-ce que ça fait de lui un patient comme tout le monde. Le fait de prendre ce temps-là va d'abord amener le patient à être compliant, c'est-à-dire prendre son traitement, vous suivre dans cette démarche thérapeutique. Mais mon ordonnance ne sera pas fondamentalement différente de celle de mon confrère. Permettez-moi de vous poser la question, est-ce que vous êtes comme ça avec vos patients parce que vous êtes comme ça dans la vraie vie? Oui. Ou parce que vous avez été formé? Non, parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Parce que j'ai bien senti que j'ai toujours eu cette envie, mais même pas avec mes patients. Quand je vois quelqu'un un petit peu en détresse, je vais m'arrêter, je vais prendre le temps. Mais comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que quand on est très empathique aussi, on est des éponges émotionnelles. Et donc, nous qui recevons tout ça, au bout d'un moment, on est un peu saturé. C'est un peu compliqué à gérer et après, à chacun de trouver sa façon de faire baisser le stress. Voilà, En fait, on oublie que le patient est un humain et on oublie que le médecin aussi est un humain. Donc, les deux ont besoin d'empathie. Exactement. C'est vraiment ça. Moi, je pense... Alors, oui, il y a une part d'inné, comme pour la première question, et il y a une part d'acquis. Je pense que l'empathie, elle se travaille. Elle peut s'acquérir dans la relation à l'autre. Un autre qui va accueillir nos angoisses, nos craintes, etc., qui va nous proposer un certain nombre de choses qu'on va s'approprier, cette même empathie qu'on va incorporer. Et ben voilà, c'est aussi cette empathie-là dont on va pouvoir faire bénéficier d'autres. C'est-à-dire que ça circule entre les gens. Et ça, ces temps-là de communication, de verbalisation, de ce qui se passe en nous, quoi, hein, de nos émotions, est fondamental. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, comme on l'a dit en introduction, le thème de l'empathie est véritablement généré un peu partout, dans différents secteurs, notamment celui de la santé, en particulier en France. Maintenant, on aimerait bien aussi que nos facs de médecine prennent ça en considération, parce qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert que l'annonce de la maladie est enseignée en deuxième année de faculté de médecine au Maroc, pendant un module uniquement, et donc toutes les autres années d'études sont consacrées à la pratique médicale. Donc ce volet humain de la maladie devrait être éventuellement plus développé. C'est fondamental. C'est fondamental, absolument. Fondamental. Nous avons des questions de téléspectateurs pour vous, Monsieur Benkiren. On y va. C'est Hakima qui nous dit « J'aurais du mal à exprimer ce que je ressens à un médecin qui n'a aucune empathie, qui ne prendra pas le temps de m'expliquer pourquoi nous n'avons pas tous la même capacité à être empathiques. » Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, ça dépend de l'empathie dont nous-mêmes on a pu bénéficier et auquel on a pu s'identifier. Moi je pense qu'il n'y a que comme ça, hein, c'est pas... C'est une histoire d'éducation ? C'est une histoire de rencontre. C'est une histoire de... Je pense pas que ce soit une histoire... C'est une histoire de rencontre et de ce qu'on a pu... de ce qui a pu nous être transmis et dans la relation à l'autre qui a fait qu'on a pu nous-mêmes se transformer dans cette relation-là et être empathique. C'est-à-dire qu'on est au-delà du jugement.
Est-ce que c'est une valeur humaine, l'empathie aujourd'hui? Est-ce que ça peut être considéré comme une valeur humaine? C'est-à-dire que j'ai envie de dire oui, c'est à la mode, oui, etc. C'est très bien. J'ai envie de dire attention aussi à ne pas être trop dans les bons sentiments. Être dans l'empathie, c'est aussi accepter, accueillir l'agressivité de l'autre, qu'on est aussi dans des paradoxes, qu'on est aussi dans l'ambivalence. C'est aussi accepter ça, accepter cette différence-là qui est fondamentale, cette altérité-là. Si on n'accepte pas cette altérité, si on demande à l'autre d'être comme nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, eh ben on ne peut pas être dans cette empathie-là. Parce que, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un risque, c'est généralement, on l'évite cette altérité-là souvent, pour X raisons. On a tendance à vouloir s'en défendre. On a qu'à voir. En général, l'être humain, il a tendance à scinder les choses. D'un côté, il y a les genres du wag, du raja. Alors, quand ils se retrouvent, ils se tapent dessus. Ça peut être les guerres de race, de tout ce qu'on veut, ou de différences de classe sociale, voire de religion, etc., etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, voilà, on peut aller au-delà de tout ça? Et moi, ces questions-là de l'empathie, je pense qu'il y a quelque chose d'universel à toucher en soi-même, qui permet, voilà, d'accueillir l'autre dans sa différence. Et dans sa fragilité aussi. Et dans sa fragilité aussi. Merci beaucoup, Karim Benkiran, psychologue clinicien, psychanalyste, d'avoir accepté de participer à l'émission d'aujourd'hui avec ce sujet qui est encore, on va dire, qui ne s'est pas encore vraiment ancré dans les pratiques et puis dans la conscience collective. Mais voilà, on œuvre pour, on essaye, on en parle, on se dit tout, petit à petit. Bon, on se retrouve pour la suite de l'émission, mais juste après une courte pause de publicité. À tout de suite. Nous sommes très très heureux d'être avec vous sur Média TV pour cette émission d'aujourd'hui. Beaucoup de thématiques avec beaucoup d'empathie. D'ailleurs, l'empathie en milieu professionnel, notamment dans le milieu médical. Nous en avons parlé il y a quelques instants avec Karim Benkiran, qui est psychologue, clinicien, psychanalyste. Nous allons parler aussi de pollution intérieure. Souvent, on associe la pollution à l'extérieur de la maison, à la rue. Eh bien, si il y avait aussi des sources de pollution à domicile, nous allons essayer de les traquer avec le docteur Leila Tazidaoudi, qui est allergologue. Mais pour l'heure, eh bien, place à notre femme inspirante de la semaine. Ce rendez-vous de femmes inspirantes de la semaine dans On se dit tout sur Média TV, c'est pour vous faire connaître des parcours de femmes professionnelles, personnelles, des histoires de vie inspirantes à raconter. Et aujourd'hui, nous avons avec nous une amoureuse de sa ville, une amoureuse de Salé, Rita Awad. Merci beaucoup d'être là. Merci, vous êtes historienne et vous êtes auteure dans les éditions Bouillon de Culture de Parcours amoureux de Salé. Nous allons en parler avec vous juste après un portrait réalisé par nos équipes pour vous connaître un peu plus et ensuite on revient en plateau. À tout de suite. Rita Awad, je suis historienne, professeure d'histoire et géographie et également auteure et conceptrice du livre d'histoire. Et après mon baccalauréat, je suis partie en France faire des études supérieures d'histoire à l'université de Provence à Aix-en-Provence. Et dans cette université, j'ai donc obtenu un doctorat d'histoire. Je suis rentrée au Maroc en 1997 avec mon mari et depuis, donc, je vis à Rabat où j'enseigne et où j'ai eu la chance de pouvoir concevoir et éditer des manuels scolaires d'histoire du Maroc. Le travail d'écriture d'un livre d'histoire de bonne vulgarisation passe par plusieurs étapes. Il y a bien sûr l'étape de la recherche, l'étape du recueil de témoignages, de la recherche iconographique, mais l'essentiel en fait est un travail assez solitaire de rédaction que l'on fait chez soi. Alors bien sûr, ma principale passion c'est l'histoire, mais j'en ai d'autres. Et ces autres passions rejoignent en fait un petit peu ma passion d'historienne. La première de mes passions, c'est les voyages. Alors j'ai une prédilection pour le bassin méditerranéen et pour les pays bien sûr qui ont une charge d'histoire comme la Grèce ou comme l'Égypte, qui a été un de mes plus beaux voyages. Mais en fait, j'aime tous les pays. Alors ma deuxième passion, et celle-ci aussi rejoint peut-être un petit peu l'histoire, c'est la cuisine. Parce que quand on fait un plat, en fait, on s'approprie en fait des choses qui viennent d'ailleurs et on les fait siennes. Et la cuisine, c'est aussi en fait partager avec les autres des choses qu'on a fait avec amour. Alors mon dernier livre paru donc il y a quelques mois
et est un parcours amoureux dans la ville de Salé, donc la ville de mes ancêtres, de ma famille. Alors ce livre est un portrait de la ville de Salé, et c'est un livre aussi qui a une dimension de restitution de la mémoire de Salé, donc qui m'a fait beaucoup penser aux discussions que j'ai eues avec mes grands-parents, mes parents. Et c'est en grande partie pour rendre hommage à ces générations disparues et pour montrer la richesse historique de cette ville que j'ai fait ce livre. Et merci d'être avec nous justement pour nous en dire un peu plus. Alors, vous l'avez dit dans le reportage, vous êtes revenu après vos études, vous êtes revenu au pays pour vous installer à Rabat et non pas à Salé. Oui, tout à fait, parce que en fait, comme beaucoup de gens originaires de Salé, s'installer à Salé est devenu un petit peu difficile parce que cette ville a explosé un peu démographiquement, s'est étalée, a connu ce qu'on appelle l'explosion urbaine. Et la ville de Rabat a pris un petit peu le dessus. C'est elle qui canalise finalement aujourd'hui les centres de pouvoir, de travail. Donc comme beaucoup de Slaouis, malheureusement, j'ai quitté cette ville. Mais vous retournez souvent ? Oui, je retourne à Salé d'abord pour y circuler, pour y déambuler, pour des cérémonies familiales. Mais c'est un rapport autre à cette ville d'origine de Contrave. Beaucoup de gens de Salé traversent le fleuve parce qu'ils habitent à Rabat ou à Casablanca et qui reviennent en fait dans cette ville qui est un peu une partie d'eux-mêmes, mais qu'ils ont un peu abandonnée. Alors racontez-nous votre Salé à vous, Rita Aouad. Alors, mon Salé à moi, c'est le Salé bien sûr de mon histoire familiale, de mon enfance, de toutes des maisons familiales, de mes grands-parents, de mes cousins, de mes cousines, dans cette médina très particulière avec des maisons très discrètes dans leurs portes, mais quand on les ouvre, c'est des petits palais et avec une architecture très, très fine, très, très distinguée, très discrète. C'est une ville discrète qui n'est pas dans l'ostentation. C'est une ville qu'il faut chercher à découvrir. Hein. Ça, c'est vraiment la particularité de Salé. Donc, c'est une ville dans laquelle j'ai beaucoup de souvenirs, hein, qui fait partie de mon histoire personnelle, mais c'est aussi une ville que je voudrais faire connaître. Et comme je suis historienne et que je suis en empathie justement avec mes sujets, les historiens normalement doivent avoir cette capacité à être en sympathie avec le sujet avec lequel ils travaillent. Alors là, c'était du pain béni pour moi puisque c'est une ville que j'aime beaucoup, qui suscite en moi beaucoup d'émotions. Pour moi, l'histoire, c'est pas du tout quelque chose d'objectif, c'est quelque chose avec lequel, un matériau avec lequel on doit vraiment entrer en sympathie, être dans la compréhension, être dans l'écoute des témoins, dans l'écoute des archives. Les archives, ça s'écoute, ça se lit, mais il faut vraiment être dans cette méthode de l'historien. Donc voilà, mon Salé, c'est celui de mon enfance, bien entendu. C'est celui où je vais régulièrement maintenant me promener. Et c'est celui aussi de mes recherches historiques. Alors vous avez quand même fait, je crois, un travail d'anthropologue, quand même, d'historienne, mais aussi d'anthropologue pour écrire ce livre. L'histoire, oui, mais aussi le mode de vie. Les traditions, toutes ces choses qui font l'identité culturelle d'un endroit et notamment d'une ville. Tout à fait. Alors la partie centrale du livre, c'est un abécédaire. Et cet abécédaire, c'est un abécédaire en fait de 50 mots qui résume un petit peu cette ville de Salé. Alors ça va de monuments emblématiques, mais à des choses beaucoup plus intimes peut-être, de l'ordre de l'anthropologie, c'est-à-dire des animaux qui sont emblématiques de la ville de Salé, comme la cigogne, auquel les Salétains avaient consacré quand même un hôpital. Hein. Le Marestan de Salé, on y soignait des cigognes, donc au Moyen-Âge. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, Parce qu'il y avait beaucoup d'empathie pour le... Exactement. Pour Bellerge. Pour Bellerge, exactement. Bellerge vivait avec les gens de Salé. On a des photos d'enfants qui jouent avec Bellerge dans des patios. Donc vraiment, il y avait une sorte de coexistence avec cet oiseau qui va et qui vient, qui migre, qui est toujours là, sur lequel on a des comptines, des choses très sensibles de la mémoire des Salétains. Bon, alors, il y a ça, mais il y a aussi effectivement
des lieux emblématiques, il y a des mots aussi. Le parler de Salé est un parler particulier dans lequel on trouve des emprunts espagnols, des emprunts aussi ottomans. Donc cette ville en fait est un vrai creuset. L'identité slaoui, c'est une identité, comme toutes les identités d'ailleurs, très mêlée. Et je trouvais que c'était intéressant de la restituer, justement de montrer que cette ville, elle a su faire des gens qui y ont habité successivement, des Slaouis très vite. Les gens deviennent Slaouis assez rapidement, mais ils viennent de partout et ils apportent leur richesse dans cette ville. Alors vous en parlez avec beaucoup d'émotion, vous êtes également historienne et donc, de par votre formation, vous pouvez bien sûr faire des recherches sur toutes les villes que vous voulez, mais est-ce que vous aurez autant d'émotions que vous en avez pour la ville de Salé? Non, je ne pense pas à la ville de Salé, c'est vraiment, voilà, c'est ma ville. Donc, le travail que j'ai fait pour ce livre, je pense qu'il est un peu unique, parce que j'y ai mis tout mon cœur, parce que les gens de qui j'ai recueilli les témoignages, c'est des gens de ma famille ou des proches, donc ça a été une vraie aventure familiale. Ça vous a pris combien de temps, justement? 2 ans. 2 ans. Okay. 2 ans de travail. 2 ans de plaisir. 2 ans de plaisir. Oui. 2 ans de plaisir, vraiment un plaisir immense. Et j'espère que le plaisir que j'ai eu à faire ce livre, les lecteurs le prendront à le lire et le sentiront justement dans ces fragments à la fois d'histoire, de mémoire. Donc ça, c'était la partie centrale, mais je voudrais insister sur un travail peut-être plus historique, avec plus de distance, qui commence le livre, qui est un travail en fait de géohistoire, puisque je commence ce portrait de Salé par des cartes, par un ensemble de cartes, c'est une sorte d'atlas qui montre comment, de l'extérieur, cette ville a été, depuis le Moyen-Âge, cartographiée, a été gravée, a été dessinée, alors du cœur de la Méditerranée, parce que le premier document qui inaugure le livre, c'est l'Atlas el-Idrissi qui a été fait en Sicile, au XIIe siècle. Donc, de la Sicile du XIIe siècle, on connaît Salé, on localise Salé, on décrit Salé. Et au fur et à mesure, en Europe, avec la naissance de l'imprimerie, on a les premières gravures de Salé qui sont issues en fait, des descriptions des marins, des corsaires, etc. Donc, en fait, on voit cette ville vue de l'extérieur par cet atlas cartographique jusqu'à la période contemporaine en fait, de la colonisation, avec les premiers plans levés par les cartographes coloniaux. Donc cette entrée dans Salé, c'est une vue de l'extérieur, mais que j'ai voulu bien sûr équilibrer par le Salé raconté de l'intérieur. Donc l'équilibre étant dans les deux parties, à la fois le regard extérieur et la vision intérieure de quelqu'un donc originaire de la ville. Alors vous êtes également enseignante, professeure d'histoire. Est-ce que vous insistez auprès de vos étudiants sur cette part de l'émotion dans l'histoire que vous enseignez ou chez ceux qui veulent suivre votre voie à vous, devenir professeur d'histoire? Le fait de maîtriser son sujet, oui, mais aussi de mettre de l'émotion, de mettre son cœur dans sa profession, est-ce que c'est important? C'est sûr que le métier d'historien, mais je pense comme les vôtres, c'est des métiers dans lesquels il faut avoir de la passion pour bien faire son métier. Il faut être en empathie avec son sujet, il faut aller au fond des choses, il faut avoir cette capacité, justement, qui est pour moi la qualité essentielle de l'historien, de se décentrer par rapport à son sujet et d'avoir peut-être ce rôle social de l'historien, qui est un petit peu le médecin des sociétés, c'est-à-dire qu'il va calmer, qu'il va apaiser les tensions en donnant un récit peut-être acceptable par tous. Alors, malheureusement, jusque-là, j'ai eu 2 élèves qui ont suivi cette vocation d'historien, donc il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un métier qui suscite vocation aujourd'hui, et c'est bien dommage parce que c'est nécessaire dans une société d'avoir des historiens qui jouent ce rôle social et politique. Mais ceux qui ont choisi, oui, ils le font avec passion. Je pense que en tout cas, j'espère que vous allez inspirer aujourd'hui beaucoup de nos jeunes téléspectateurs, téléspectatrices. Comme quoi, M. Benkeren, cette histoire d'empathie, c'est dans toutes les professions. Et s'il n'y avait pas autant de cœur, je crois que dans ce livre, eh bien, on ne verrait pas Rita Awad en parler avec autant d'émotion et avec les yeux qui pétillent autant que ça. Et par rapport à la question de l'émotion, je trouvais qu'il y avait une jolie phrase que vous avez prononcée. C'était l'idée d'aller chercher des parties abandonnées dans cette histoire-là, de retrouver quelque chose. On est à la recherche de quelque chose qui est peut-être laissé en
comment dire, Exactement. abandonné. Qui n'est plus regardé, en fait. Qu'on veut retrouver, mais en soi aussi. En soi aussi, tout à fait. C'est la nostalgie, ça, non? C'est une recherche... Je pense que le métier d'historien et celui de psychanalyste ont des points communs, bien entendu, celui d'une recherche aussi personnelle. Mais ce n'est pas aussi la nostalgie de votre Salé que vous êtes allé restituer? Alors, la nostalgie... Oui, on a toujours de la nostalgie par rapport à son enfance. Mais les traditions, le mode de vie, la place de la famille. C'est sûr, mais nostalgie ne veut pas dire passéisme aussi. Moi j'aime beaucoup le Salé aussi d'aujourd'hui. Ce Salé, en fait, où une modernité très brutale et peut-être un peu chaotique est venue coexister avec cette vieille Médina ancienne de plusieurs siècles. Ce que j'aime, c'est ça, c'est comment cohabite en fait cette modernité et le côté ancien de la ville. Alors ça se fait avec des tensions, bien entendu. J'ai prononcé le mot défiguré, et c'est vrai que nos villes sont défigurées, mais je pense qu'aujourd'hui on est à un moment où elles renaissent, où on pose un autre regard sur elles, où il y a des tentatives de requalification urbaine, et c'est le moment de faire des livres justement pour accompagner peut-être ces processus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rita Awad. On a une question pour vous, on va vous la poser. On en a plusieurs, mais on n'en garde qu'une par manque de temps. Alors, celle de Zoubida qui vous demande, comptez-vous écrire un autre livre sur notre ville? Alors, ce livre fait partie d'une collection, c'est le premier d'une collection. Cette collection, ça s'appelle Un parcours amoureux. Et effectivement, on est en train de travailler sur un livre sur la ville d'Agadir et sur la ville de Sijil Massa. Là aussi, il y a quelque chose que je voudrais expliquer, c'est que ce sont des villes, Agadir, qui est prisonnière d'une image un peu simple, de station balnéaire, etc. Et ce qu'on veut montrer, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Cette ville a aussi une histoire méconnue, qu'elle a des dimensions particulières. Et Sijil Massa, c'est une ville disparue. Donc là, c'est vrai que... Je la cherchais justement sur la carte. C'est à côté de Lissani, dans le Sefilette, et c'est une des grandes capitales du Maroc et de ses liens avec le monde transsaharien. Donc ça a été une grande capitale historique du Maroc, mais qui est une ville disparue, dont il ne reste plus que des ruines aujourd'hui. Et c'est justement toute une équipe d'anthropologues à qui nous avons confié la direction de l'ouvrage que nous avons le plaisir de publier dans ces parcours amoureux. Donc il va y avoir plusieurs villes, et ceux qui sont en chantier pour l'instant, c'est Agadir et Sijil Massa, aux éditions Bouillon de Culture. Bien, on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler avec vous, que ce soit sur le plateau d'Once Dito Médien TV ou sur les ondes de Médien Radio dans les matinées maghrébines. Merci beaucoup, Rita Awad. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous raconter votre Salé à travers ce parcours amoureux de Salé. Alors, on enchaîne sur quoi? Ah oui, la pollution à la maison. Alors, justement, ça c'est un sujet bref. Il faut qu'on lance la virgule et on revient, je vais vous raconter. À tout de suite. Leïla Tezid Daoudi, vous êtes allergologue, et avec vous, ce sujet de la pollution à l'intérieur, à la maison, comme quoi la maison ou certains éléments à la maison pourraient être source de pollution. Je vais vous dire, ça a perturbé toutes les personnes que nos équipes ont rencontrées à travers un micro-trottoir, parce que pour les gens, eh bien, la pollution, c'est dehors et c'est jamais à la maison. On est protégé à la maison. Voilà, on est mieux protégé à la maison. Ce n'est pas forcément vrai. Non. Vous confirmez. Allez, micro-trottoir, on revient. La pollution émane plus de l'extérieur et n'émane pas d'une manière interne de mon domicile. Voilà. C'est sûr qu'il y a une pollution domestique partout, de plus en plus d'ailleurs. Il faut faire attention, je pense, à l'environnement de plus en plus et à l'écologie et penser à l'économie d'énergie. C'est la nouvelle génération, il faut y penser. La pollution domestique est négligeable vraiment en comparaison avec ce qui vient de l'extérieur à la maison. Parce qu'on n'utilise pas beaucoup de produits chimiques, on n'utilise pas de produits polluants dans la maison qu'on peut dire qu'ils vont polluer l'extérieur. Pour la pollution domestique, oui, on la commet tous, mais on n'est pas conscient. Par exemple, lors de cette saison qui est plutôt froide, lors de l'hiver, on n'ouvre pas assez les fenêtres, elles sont toujours fermées. Du coup, il n'y a pas un courant d'air assez bénéfique pour nous. Du coup, plusieurs problèmes commencent à se déclencher et ça s'invoquer comme des toux chroniques, de l'asthme. Donc une pollution domestique. Non, je pense pas, parce que les Marocains, généralement, ils sont très propres chez eux.
Mais dehors, ils sont très polluants parfois. C'est ça le malheur. C'est un terme qui n'est pas assez utilisé, on va dire. On va commencer à y réfléchir. Maintenant que vous avez posé la question, mais on n'y pensait pas vraiment. C'est surtout, on s'occupait surtout de la pollution externe. Alors justement, est-ce qu'on est très propre à la maison, docteur Ritet Zidaoudi? Alors, on est propre à la maison, mais quand on est trop propre à la maison, ça ne va pas du tout, on pollue encore plus. Et ça veut dire Alors, ça veut dire, pour reprendre un petit peu les choses, il faut savoir que malheureusement, on est 5 à 10 fois plus pollué à l'intérieur des maisons qu'à l'extérieur des maisons. Ok, déjà, chiffre choc. Voilà. Alors, la pollution intérieure... Donc, on est moins en danger à l'extérieur. Oui. Même à côté d'un feu rouge? Alors effectivement, si on est à côté d'un feu rouge avec des gaz d'échappement, des voitures très polluantes, non, on ne sera pas bien. On sera pas bien. C'est une moyenne, on va dire, qu'on a établie, que les recherches ont établie. Maintenant, la pollution intérieure, on peut la classer en trois grosses parties. La première, c'est ce qui va rentrer de l'extérieur, donc tout ce qui est particules fines et ozone. La deuxième pollution, c'est la pollution biologique, c'est-à-dire ce que tout le monde connaît, les acariens, les moisissures, les pollens qui peuvent rentrer, tout ça, les poils d'animaux, ça c'est de la pollution biologique. Et on a toute la pollution chimique qui est loin d'être négligeable et qui représente quand même une très très grosse partie de la pollution. Cette pollution chimique, on la retrouve partout. Alors, malheureusement. Alors, le monsieur disait justement, à la maison, on n'utilise pas de produits chimiques. Eh bien, les produits chimiques, on les utilise. C'est les détergents? Alors, c'est les détergents, c'est le white spirit, c'est le spray avec lequel vous allez nettoyer les surfaces, aussi bien le sol que les surfaces de cuisine avec lesquelles on va nettoyer le bois. Mais c'est aussi tout ce qu'on trouve dans les matériaux de construction, c'est-à-dire les peintures, la colle avec laquelle on va coller nos parquets, les meubles aussi qui contiennent beaucoup de polluants, les bougies qu'on va allumer, les encens. Alors, c'est mauvais. Alors, dans ce cas-là, on y va petit à petit parce que... Justement, ça fait beaucoup de choses. Alors, déjà, on prend ce qui est chimique. Après, on reviendra sur les autres. La pollution chimique, vous dites, c'est d'abord les détergents. Qu'est-ce que vous dites? On enlève complètement? Non, alors c'est pas d'abord les détergents, c'est un ensemble. Mais on y va petit à petit. Détergents, les détergents, on enlève. Alors, enlever, malheureusement, ce serait l'idéal et on pourrait faire nos produits nous-mêmes, nos produits nous-mêmes, c'est-à-dire on va prendre du bicarbonate de soude, on va prendre du vinaigre blanc et puis hop, on a une super solution qui peut nettoyer beaucoup de choses. On rajoute un peu de savon noir comme on fait chez nous et on a encore autre chose pour nettoyer. On veut nettoyer le bois, on va mettre de l'huile d'olive et du citron et voilà, c'est fait, c'est écolo et ça pollue pas et surtout ça n'émet pas de composants organiques volatiles. C'est ça le terme phare. Donc pour vous, il faudrait bannir les détergents chimiques? En tout cas, il faudrait bannir, on sait très bien que c'est utopique, que c'est impossible, mais il faudrait en utiliser le moins possible parce qu'on a des effets cocktails. Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est bien, plus on en met et plus c'est propre. Eh bien non, parce que ces détergents, ils vont libérer, donc ce que je vous ai dit, des composants organiques volatiles. Il faut savoir qu'on en a recensé jusqu'à présent 165. Okay. On ne va pas tous en parler. On va parler des principaux qui sont les formaldéhydes, qui sont les terpènes, c'est tout ce qui donne les bonnes odeurs, le sang bon, la fraîcheur, le sang propre, voilà. On va avoir les ammoniums quaternaires qui sont des produits qu'on retrouve très très fréquemment dans tout ce qui est détergent. D'accord. Et on va avoir aussi les huiles essentielles. L'hiver arrive, on va mettre un petit spray. On adore, mais ça veut dire que c'est propre? En fait, non seulement que c'est propre, mais que c'est pur. Ben non. Alors l'huile essentielle, c'est... Ça ne va pas non plus parce que ça dégage des substances et ces substances sont très mal tolérées par nos voies respiratoires, en fait. Okay. Donc c'est polluant, c'est irritant et certaines substances, j'ai prononcé le mot, comme les formaldéhydes, sont cancérogènes et elles ont déjà été dites cancérogènes en 2004. On a réitéré en 2009 en disant que c'était sûr et certain, mais l'Union européenne n'a pas acté la chose, elle a gardé le statut de potentiellement, éventuellement dangereux. Ça fait que les industriels ne l'enlèvent pas. Ne l'enlèvent pas complètement. Voilà. Mais alors, si on veut se protéger, qu'est-ce qu'on fait? La pollution qui émane de l'extérieur, parce que vous avez dit il y a 3 blocs. Oui. Celle qui émane de l'extérieur, on n'y peut rien.
Alors, on y peut. Si vous habitez sur un grand boulevard, eh ben, vous allez éviter d'aérer les fenêtres en pleine heure de pointe, parce que là, on va se prendre tous les gaz d'échappement à l'intérieur de la maison. Ok. La pollution intérieure, donc on a parlé des détergents, mais je voulais aussi vraiment insister sur les meubles aussi. Oui. Même les meubles peuvent en contenir. D'accord? Là, comment on se défend de tout ça? On aère. Mais aérer au moins 10 minutes à un quart d'heure, au petit matin, ou alors tard le soir. Mais pas pendant la journée. Il faut éviter. Tout dépend de l'endroit où on vit. Si on est un peu reculé, on peut aérer pendant la journée. Si on est en plein gros carrefour, non, il faut vraiment éviter. Et puis, il faudrait essayer d'utiliser les aspirateurs avec des filtres à hautes particules, en fait, pour pouvoir aspirer le maximum. C'est la troisième méthode phare. Et la quatrième, ce serait essayer de faire moins brûler de bougies, d'encens. Quand on a des meubles en kit qui sont nouveaux, alors ce qu'on préconise, c'est de les aérer et de ne pas, par exemple, une chambre de bébé. Voilà, bébé arrive, et on ne va pas faire sa chambre 2 jours avant. Non, il va falloir déballer les meubles, laisser s'aérer un petit peu, ouvrir les fenêtres, parce qu'on a une grosse libération pendant les 3 premiers jours de cette fameuse substance qui est le formaldéhyde. Mais ensuite, avec le temps, est-ce que... Ça continue à diffuser moins, mais ça continue à diffuser, en fait. Ok. Donc en fait, je ne sais pas, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Alors, il faudrait revenir à des choses un peu plus simples. Je pense qu'on ne va pas complètement rentrer dans une psychose et une névrose, parce qu'il y a des choses où nous, on ne peut absolument rien faire. C'est les industriels. Quand ils mettent leurs produits dans les meubles en kit, on peut rien y faire. Donc, on va aérer, on va essayer d'utiliser le moins de produits. Ça ne sert à rien de passer au supermarché et d'acheter 10 produits pour nettoyer, parce qu'il y a cet effet cocktail dont je parlais. On va acheter le strict minimum. Et puis, ne pas oublier d'aérer aussi. On ne va pas rester confiné dans nos maisons. Et puis, allumer moins de bougies et d'encens, parce que ça peut vraiment... le fameux oud. Alors, le fameux oud, d'un côté, on dit que ça il y a toutes les études qui sont en train d'être faites, on dit que ça a de très grandes vertus, même au niveau psychologique, etc., parce que ça pourrait développer plein de choses et permettre de calmer certaines angoisses. Alors, voilà, il y a l'industrie pharma qui est en train de s'intéresser à ça. Mais le oud dans une maison super fermée où on va en mettre plein, c'est pas bon non plus, c'est irritant. Alors surtout pour les gens qui sont déjà un peu asthmatiques. C'est terrible pour eux, parce que ça va aggraver leur crise d'asthme. La semaine dernière, j'ai une patiente qui m'a fait une crise d'asthme terrible en allant dans un magasin de bougies. D'accord. Donc réaction immédiate, automatique. les yeux, tout ce qui était la sphère ORL, le nez, la gorge, la crise d'asthme, les yeux en feu. Et ça, c'était... Alors, elles sont parties, c'était 2 copines. Elles sont ressorties un quart d'heure plus tard, toutes les 2 dans le même état. Parce qu'il y a eu une grosse libération de composés organiques volatiles dans le magasin de bougies. Alors, elle était plus sensible parce qu'elle a un fond d'asthme. OK. Voilà. Alors, docteur Leïla Taizi, on va sur les questions des téléspectateurs. On y va. Alors, on a une dame qui nous dit « Siham, j'ai les yeux qui pleurent très souvent. Comment déterminer si cela est dû à la pollution ou si je suis allergique ?» Eh bien, on va justement, allergie, pollution... Alors, la pollution, elle va aggraver l'allergie. On va faire des tests d'allergie pour commencer. Si les tests d'allergie sont négatifs, eh bien oui, on peut se dire qu'il y a des facteurs irritants qui vont lui faire larmoyer les yeux. Après, il faut voir le côté ophtalmo aussi, s'il n'y a pas des soucis au niveau de l'ophtalmo, si elle n'a pas besoin de lunettes. Mais en tout cas, là, on peut répondre simplement à la question en démarrant par des tests d'allergie aux allergènes respiratoires les plus courants. Et ça peut se déclarer à n'importe quel âge. Ah oui, complètement. C'est ça. Complètement. Alors, Marwan vous demande, la poussière est-elle considérée comme de la pollution? Oui, c'est de la pollution intérieure. C'est de la pollution biologique intérieure. Alors, si c'est biologique, est-ce que c'est de la pollution dans le sens négatif? Alors, ça va être négatif parce que tout le monde n'est pas allergique aux acariens. Ça va être négatif pour les personnes allergiques qui ont une ultra-sensibilité. Mais heureusement, tout le monde ne l'est pas. Voilà, donc oui, on va essayer de nettoyer un peu plus et d'avoir, moi, avec un aspirateur très performant pour enlever le maximum de particules d'acariens. Mais vous pouvez passer toute votre vie sans être allergique aux acariens. Ça va poser problème pour les allergiques. C'est ça. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des poils d'animaux. Oui. Comme source de comme pollution. Oui. Alors, qu'est-ce que ça... Je vous pose la question différemment. Est-ce que vous déconseillez, par exemple, les animaux domestiques, chats, chiens à la maison, ceux qui peuvent perdre leurs poils, chez les enfants jusqu'à un certain âge? Honnêtement, non.
Non, je ne déconseille pas parce qu'on ne va pas devancer les événements. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a aucun test prédictif d'allergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un test miracle que je vais faire à mon patient et je vais lui dire, écoutez, vous allez devenir allergique à telle et telle substance. Mais est-ce que ce n'est pas une source de pollution à écarter ? Non, parce que, par exemple, concernant le chat, il y a eu énormément d'études qui ont été faites en France et on a eu autant d'études qui ont démontré qu'avoir un chat à la maison protégeait contre l'allergie et d'autres études qui ont démontré exactement le contraire. Donc, soyons pragmatiques. Tant que je n'ai pas d'allergie qui s'est déclenchée, si l'enfant a envie d'avoir un chat, je lui laisse son chat. D'accord ? Par contre, ce que je déconseillerais à un enfant qui est allergique aux acariens, qui n'a pas encore déclenché d'allergie au chat, là, je lui déconseillerais d'avoir un animal domestique à la maison parce que quand on a ouvert le portail de l'allergie, eh bien, il est capable d'avoir beaucoup plus, de déclencher plus facilement des allergies à autre chose. Mais un enfant qui n'a rien, je ne vois pas pourquoi on le priverait, absolument pas. Eh bien, merci beaucoup, Leïla Tazidaoudi, allergologue. Merci d'avoir un petit peu éveillé les consciences par rapport à cette pollution intérieure, comme quoi, eh bien, elle est bien là et elle est directement liée à notre comportement de consommation, en grande partie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été là. Merci infiniment. Rita Awad, l'amoureuse de Salé, merci beaucoup d'avoir été notre femme inspirante de cette semaine. Et l'empathique Karim Benkiram, psychologue clinicien, psychanalyste, pour parler notamment d'empathie dans le milieu professionnel et en particulier dans le milieu médical. Merci à tous d'avoir été là et on se dit à très vite, j'espère, pour d'autres sujets. Je vous remercie pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.